Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il y a bientôt 8 ans, Emmanuel Macron, alors candidat d'En Marche à l'élection présidentielle, évoquait la nécessité de mettre en place ce qu'il appelait une république exemplaire. Il annonçait un grand projet de moralisation de la vie politique. Le projet de moralisation de la vie publique que nous porterons consiste d'abord à éradiquer les conflits d'intérêts qui aujourd'hui, parfois, trop souvent, existent. C'est ce qui, entre autres, nous conduira à organiser l'interdiction de toute fonction de conseil pour les parlementaires, quel que soit d'ailleurs le type de parlementaire. Parce qu'il n'est pas possible de construire la loi de la République et de dépendre financièrement d'intérêts tiers ou d'être rémunéré par ces intérêts tiers. C'est pour cela aussi que nous porterons une réforme qui interdira l'embauche de proches ou de membres de sa famille. Cette réforme fait partie des statuts d'En Marche depuis le premier jour. Mais nous la porterons pour que tous les parlementaires la respectent. C'est cela aussi qui nous conduira à demander à l'Assemblée nationale et au Sénat de rapprocher le régime de retraite aujourd'hui acquis par nos parlementaires avec le régime de retraite de droit commun. C'est aussi cela qui nous conduira, un texte d'ailleurs a été récemment discuté au Parlement sur ce sujet et rapporté par plusieurs parlementaires ici présents, qui nous conduira à ne pas investir pour notre part en tant que candidat d'En Marche aux élections législatives, un candidat qui aurait un casier judiciaire de type B2 ou qui aurait fait l'objet de peines d'inéligibilité. Mais plus largement, nous souhaitons l'inscrire dans la loi. Que reste-t-il de ces belles paroles? Emmanuel Macron peut-il se vanter d'avoir porté un coup fatal à la corruption multiforme des politiques en France, qui elle-même nourrit les pires défiances populaires? Pour en parler dans le détail, j'ai à mes côtés Philippe Pascot, homme politique défroqué, si on peut permettre. Philippe Pascot a été conseiller municipal, conseiller régional et même adjoint de Manuel Valls à la mairie d'Évry jadis. Philippe Pascot est aujourd'hui militant pour, et je cite, une transparence totale de l'exercice politique, et auteur de 7 livres, dont voici le dernier, Pilleurs d'État, encore et encore, qui vient de paraître aux éditions Max Milo. Bonjour Philippe Pascot. Bonjour Théo. Le second mandat d'Emmanuel Macron en est au point où l'on ne peut plus attendre de lui une grande loi qui entrera dans l'histoire. Il n'en a plus le pouvoir, hein, très clairement. Son bilan en termes de moralisation de la vie publique peut donc déjà être évalué. Comment le jugez-vous? Zéro. Mais rien. Encore. Aucun. Que des promesses, que de la communication, mais rien de bénéfique et rien d'efficace pour le peuple français. Vous avez juste oublié un petit détail que je tiens toujours à signaler dans mon parcours, c'est que je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec Manuel Valls quand même. Avec qui a gagné? Alors une fois il m'a collé contre le mur, une fois je l'ai collé contre le mur. Bon, match nul et donc très Quand je de le vois masculinisme. Alors donc le bilan d'Emmanuel Macron. Il n'y en a aucun bilan. Quel bilan? Les promesses, des promesses, et de l'action, il n'y en a pas. Des résultats, il n'y en a pas. Le casier judiciaire vierge, est-ce qu'il existe aujourd'hui pour se présenter à une élection? Non. Il n'y a toujours pas. On peut toujours se présenter à une élection, quel qu'il soit, avec un casier judiciaire chargé. J'en ai les preuves et je les ai mis dans mon livre. Alors qu'il l'avait promis. Et qu'en plus, et là, je regarde l'écran, je traite Macron de menteur parce qu'il m'avait promis personnellement que le casier judiciaire vierge serait inscrit dans la loi. Il est venu me voir, un de ses camarades de campagne, un de mes Julien, est venu me voir au mois de mars 2017 pour dire, Monsieur Pascot, vous avez lancé la pétition sur le casier judiciaire vierge, tu as lancé la pétition sur le fait qu'il y a 396 métiers en France où il y a obligation de présenter un casier pour pouvoir travailler. Fais-nous une note. J'avais fait une note pour Jean Lassalle, j'avais fait une note pour Asselineau, j'avais fait une note pour Nicolas Dupont-Aignan, je fais une note pour M. Macron. M. Macron inscrit le casier judiciaire vierge obligatoire pour se présenter dans son programme présidentiel à la page 27. Ça y est, c'est bon. On vient me voir entre les 2 tours. Toujours le même Julien qui me dit « Philippe, on est bien embêté. On ne pourra pas le faire, le casier. Bayrou ne veut pas. » J'ai répondu « Tu diras à ton candidat que c'est un menteur. » Et depuis, je traite Macron de menteur sur le casier judiciaire vierge. Ce que vous avez entendu là, il y a 5 minutes, c'est un mensonge éhonté. J'ai dans mes livres des gens qui sont même inéligibles, qui se sont présentés à des élections et qui ont été élus.
C'est ça? Comment ça peut se passer, justement? Eh bien, ça se passe très bien. Il y a un monsieur qui s'est présenté à une élection départementale qui était inéligible, mais qui ne l'a pas dit. Il a été élu. Le préfet s'en est rendu compte, s'est dit, mais attendez, monsieur, vous êtes inéligible, on ne peut pas, je suis obligé d'annuler l'élection. Vous savez ce qui s'est passé? C'est le préfet qui a été viré. C'est ça la loi aujourd'hui. C'est ça le respect de la loi aujourd'hui. Par contre, vous, si vous voulez travailler dans une mairie, vous devez avoir un casier judiciaire vierge. Pire, si vous êtes condamné pendant que vous êtes fonctionnaire, vous pouvez être viré et on peut vous retirer votre retraite. Par contre, diriger la mairie, il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir un casier. Rien que cette promesse que vous venez d'entendre, qui n'a pas été tenue, c'est inadmissible dans le bilan de la moralisation de la vie politique en France. Vous avez oublié, vous n'en avez pas parlé, le cumul des mandats. Il devait y avoir une loi défendue par M. Bayrou, je le mets dans mon livre, où on ne pouvait pas faire plus de 3 mandats successifs. Bel effet de communication. Aujourd'hui, j'ai des élus qui se présentent qui ont encore 5 ou 6 mandats en cumul. C'est ça, la moralisation de la vie politique. C'est légal? Ah ben oui, légal, oui. Immoral, oui. Mais c'est légal. Mais ça fait Parce qu'il n'y a pas eu de loi... Parce qu'ils ont fait de la communication sur la loi, et qu'ils n'ont pas voté la loi, et qu'ils ont fait totalement le contraire de ce qu'ils disaient. Les intérêts. Les intérêts. Vous savez, je suis aussi administrateur anticorps. On en parlera. On a 160 dossiers au pénal. En ce moment, on a essayé de nous retirer notre agrément pour pouvoir se porter partie civile. Je suis désolé, mais les conflits d'intérêts, dans le gouvernement Macron, j'en ai jamais vu autant depuis 1958. Je vais vous donner un petit exemple bien précis et bien simple que j'ai référencé aussi. Je ne fais que dans le factuel, hein, Théophile. Donc moi, je ne crie, je ne parle que si j'ai les preuves. En 2018, c'était pas loin après mai 2017, il y avait déjà dans le gouvernement Macron 21 ministres qui avaient eu affaire au fisc. 21 ministres. Je n'ai jamais vu en pourcentage, et Dieu sait si le gouvernement Hollande, j'avais déjà référencé, 30% des membres du gouvernement Hollande qui avaient eu affaire à la justice et au fisc. Aujourd'hui, vous savez à combien j'en suis sous les gouvernements Macron successifs? Non. 60% des membres du gouvernement Macron successif ont eu affaire au fisc ou à la justice. C'est ça, une moralisation de la vie politique? C'est ça qu'on nous a promis? C'est ça qu'on nous a annoncé? Eh bien, je vous annonce une grande chose. En 2025, c'est pot de balle. Et Bayrou, justement, en fait, c'est un personnage assez paradoxal. Il a porté des idées sur la moralisation de la vie publique et lui-même... Il les a bien portées, oui. Puis il les a vite posées dans sa poche. Et puis il a vite posé la valise à côté, puis il a regardé ailleurs. D'ailleurs, j'adore M. Bayrou pour ça. Je veux dire, M. Bayrou, la première chose qu'il a déclarée, quand il est devenu Premier ministre, « Je garde mon poste à Pau ». Ah bon? Mais je croyais que vous étiez un ministre, ça devait s'occuper totalement de son fonction. Je croyais que vous aviez déclaré que justement, on ne devait pas avoir de cumul de mandats quand on était ministre. C'est la première déclaration. Avant de parler de la dette, il dit « Je reste à Pau ». En plus, c'est incertain d'être Premier ministre aujourd'hui, donc peut-être que... Ah, mais c'est pas mon problème. Quand vous bossez aujourd'hui, quand vous êtes salarié, votre boulot, il est aussi incertain. On ne vous donne pas de garantie. Quand on vous met en CDD, vous ne savez pas si au bout de 6 mois, vous n'allez pas être viré. Même en CDI, aujourd'hui, vous pouvez être viré facilement. Pourquoi ce qui est valable pour le peuple, ce n'est pas valable pour les élus? Justement, en parlant de casier judiciaire vierge pour les élus, vous dites qu'une loi pareille existe depuis 2017. Mais qu'elle oui, est dans le fond de tiroir au Sénat. Depuis le 1er février 2017. C'est une loi qui a été concoctée par le sénateur Cabanel, la députée Coste d'Ombre, etc., sur lequel on avait travaillé suite à la pétition que j'avais lancée, etc. On avait vraiment écrit cette loi. On l'avait, entre guillemets, pris la précaution de passer 2-3 coups de fil au Conseil constitutionnel pour être sûr que la loi qu'on avait faite n'allait pas être retoquée. Elle a été présentée à l'Assemblée nationale en première lecture le 1er février 2017. Elle a été votée à l'unanimité de tous les députés présents, tous partis confondus. Depuis, elle est pour une deuxième lecture au Sénat, dans un tiroir. J'ai le nom du tiroir, si vous voulez, l'endroit où elle est, et à quel endroit ils l'ont mis sous la pile. Il suffirait qu'un groupe politique au Sénat, qu'il soit de gauche ou de droite, du centre ou du Front National, du Renaissance, je ne sais plus comment ça s'appelle. Renaissance et Front National, c'est un peu... Ah oui, moi, c'est pas... Vraiment, je me gourde, des fois, je suis un peu dyslexique sur ces noms-là. Le prennent, la sortent, et la loi pourrait passer puisqu'elle est déjà votée. Ils l'ont
terré. Et cette loi-là, c'était pas une loi pour interdire un élu de se présenter s'il avait une amende de voiture, le petit délit. C'était corruption, confusion, abus sexuels, etc. C'était vraiment une loi pour empêcher des malfaisants de se présenter à une élection. Eh ben, elle est en train de pourrir dans un des casiers du Sénat. Alors, Et M. Macron pouvait la sortir. Et l'excuse de M. Bayrou, j'adore. L'excuse que nous a donnée M. Bayrou pour ne pas faire ça, c'est de dire on ne peut pas voter une loi sur le casier judiciaire vierge pour les élus parce que c'est anticonstitutionnel. En gros, il y avait un pénalty. M. Bayrou avait le ballon devant le pied et il refuse de tirer dans les buts de peur que ça ne rentre pas. Tire. Si ça ne rentre pas, on recommence. Ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils ne voulaient pas. Et M. Bayrou avait sans doute de bonnes raisons à l'époque pour ne pas voter cette loi. Il ne savait pas du tout si les petits soucis judiciaires qu'il avait du côté de l'Europe avec des emplois, etc., ne risquaient pas d'arriver au bout. Donc il ne voulait pas la voter. Par contre, ils l'ont fait croire au peuple. Mais c'est arrivé au bout, justement, et aujourd'hui, en fait, il se trouve qu'il est très aux côtés de Marine Le Pen sur les mêmes problématiques que des assistants parlementaires européens. Tous les partis politiques ont utilisé ce système pendant un moult années. Donc il n'y a pas que Marine Le Pen, il n'y a pas que M. Bayrou. La plupart des partis politiques, je pèse mes mots, ont utilisé ces systèmes. Alors, dans l'extrait d'Emmanuel Macron qu'on a entendu, il est question de la fin des emplois familiaux, mais ce serait seulement en apparence. Quelle est la technique qui peut être utilisée ? C'est pipeau, encore une fois, ce qu'il nous a balancé. Alors aujourd'hui, vous n'avez plus le droit, c'est vrai. M. Macron a fait une superbe loi de moralisation avec M. Bayrou. Vous ne pouvez plus embaucher votre femme et vos enfants comme assistants parlementaires en tant que député ou en tant que sénateur. C'est interdit par la loi maintenant. Alors c'est vrai qu'avant, ils abusaient un petit peu. Vous pouvez toujours embaucher votre maîtresse ou votre amant, ça pose aucun problème, même si c'est une coiffeuse. C'est difficile à évaluer. Enfin, comment on peut ça ? Si, je vous dire, j'ai été élu. Donc moi, j'ai vu un paquet de coiffeuses devenir assistantes parlementaires. Hein. Donc il y a un problème de compétences. Moi, qu'on embauche qui on veut, ça ne me pose pas de problème. Je parle juste des compétences. Et souvent, quand ces gens-là embauchent des gens, c'est pas pour leurs compétences. C'est uniquement parce que c'est des élus de proximité. C'est des amis de proximité, épouse, femme, enfant, ou maîtresse ou amant. Là, il ne faut pas tricher avec les mots. Alors, ils ont trouvé une super technique, maintenant. D'ailleurs, il y a un ministre qui l'a employé, qui est actuellement au gouvernement de M. Macron. C'est-à-dire que tu fais embaucher ta femme par un autre sénateur ou un autre député. Et puis moi, j'embauche la tienne. Ou j'embauche ton fils. C'est-à-dire qu'ils s'échangent. Donc, en fin de compte, ça n'a rien changé. Il continue quand même à embaucher. C'est du blanchiment d'emplois familiaux, on va dire. C'est à peu près ça, familiaux ou amis. Ou amicaux. Ou amicaux, ou emplois fictifs pour quelque part des gens puissent travailler au sein d'autres organismes. Donc, en gros, l'idéal serait qu'il y ait une validation des CV des assistants parlementaires par une administration. Quand on embauche quelqu'un dans une entreprise, à ce que je sache, on lui demande ses compétences. On lui demande son travail. Eh bien non, à l'Assemblée, ça, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucun contrôle sur les CV. Aucun. Peut-être c'est parce que justement ce sont des élus et qu'il faut... Ah oui, comme c'est des élus, ils ont droit de tout, c'est vrai. Disons, il ne faut pas contrarier la volonté démocratique. C'est ça, il ne faut pas les vexer. Surtout qu'on peut embaucher, je vous dis, je l'ai vu, des coiffeuses comme assistantes parlementaires, ça ne pose vraiment aucun problème pour ces gens-là. Alors, l'alignement du régime de... Et je ne suis pas anti-parlementaire, qu'on soit bien clair. Je ne suis pas marxiste, léniniste, anti-tout, etc. Ce que je dénonce, c'est des faits que nous, on ne nous accorde pas. Moi, si la loi était la même pour tout le monde, j'ai aucun problème. Mais la loi est de plus en plus différente entre le peuple et les élus. C'est-à-dire que les élus ont le droit de faire n'importe quoi, mais nous, il faut surtout qu'on marche droit. L'alignement du régime de retraite des parlementaires sur le régime de retraite ordinaire, c'est encore une promesse très vite oubliée d'Emmanuel Macron. Là, ils ont un petit peu habillé. C'est vrai. C'est vrai que, par exemple, les retraites ne sont plus abondées. Parce que là, c'était vraiment... Moi, je l'en ai bénéficié. Hein. Vous savez ce que c'est que l'abondage des retraites chez les élus ? Je vais vous expliquer. Donc, quand moi, je cotisais 1 €, ma collectivité cotisait 1 €. Donc, quand j'avais cotisé pour 1 an, en fin de compte, j'avais cotisé pour 2 ans. Moi, j'ai fait 15 ans d'élu moyennement payé, donc j'ai cotisé pour 30 ans de retraite. Vous faites le calcul, c'est quand même relativement intéressant pour les élus. Donc, ils ont arrêté l'abondage, c'est déjà pas mal. Mais je vais vous assurer, les retraites d'élus, c'est encore vraiment un bonheur. Moi, j'ai fait 15 ans d'élu payé. Maire adjoint d'Evry, 1 an et demi, parce qu'au bout d'1 an et demi, je me suis retrouvé dans un placard. Conseiller régional pendant 6 ans, je crois, etc., etc. J'ai été voir, je bosse depuis l'âge de 14 ans.
14 ans, je bossais dans le syndicat du livre, dans la mine, dans la presse. J'ai été voir pour ma retraite. J'ai quasiment autant de points Ircantec avec 15 ans d'élu que de l'âge depuis 14 ans que je travaille. Vous n'êtes pas trompé, madame? Non, non, c'est ça. Je vous assure que la retraite des élus, c'est vraiment un bonheur. Et la retraite des parlementaires est particulièrement intéressante parce qu'elle est hyper intéressante. En plus, elle est cumulable. Donc faites le calcul. Les gens ne le savent pas. Mais quand vous avez 50 mandats, enfin, maintenant, c'est plus le cas, hein, mais quand vous avez plusieurs mandats, vous cotisez sur plusieurs mandats. À la finale, ça compte et ça s'additionne. Et eux, il n'y a pas de... Il n'y a pas de plafonnement. Ah bah non, il y en a un pour nous, mais pas pour eux. Vous comprenez que c'est des élus, donc ils peuvent cumuler, même quand ils meurent, ils ont des à côté intéressants. Vous l'avez lu dans mon livre, ça? Oui. C'est intéressant, ça. Alors, vous avez la dent dure contre la Cour de justice de la République, celle qui doit juger les ministres et les présidents. J'ai pas la dent dure contre. J'ai la dent dure contre les gens. Pour des crimes commis dans le cadre de leur fonction. Des crimes ou des délits, d'ailleurs. J'ai la dent dure contre ceux qui disent qu'ils vont la supprimer et qu'ils ne le font jamais. Ça aussi, c'est des promesses qui ne sont pas tenues. Je l'ai mis dans le bouquin, depuis maintenant 40 ans, les présidents de la République successifs, les premiers ministres successifs disent tous qu'ils vont supprimer la Haute Cour de justice, qui est quand même un non-sens. Et ils ne le font jamais. Là, alors, il y a une super truc d'ailleurs qui s'est passé il n'y a pas longtemps à la Cour de justice, qui a changé par rapport à avant. C'est-à-dire qu'avant, la formule, c'était coupable, mais pas responsable. Vous vous souvenez de l'affaire Georgina Dufoy, du sang contaminé? Responsable, mais pas coupable. Responsable, mais pas coupable. C'était ça la formule, hein? Oui. Et bien maintenant, c'est coupable, mais pas responsable. C'est ce qu'ils viennent de voter, c'est ce qu'ils viennent de juger. Dans l'affaire comment il s'appelle ce monsieur? Moi, je l'appelle Moriarty. Vous savez, le type de Éric Dupond-Moretti. Voilà. Vous êtes... Ancien ministre de la Justice. Ah, voilà. Moi, je l'appelle Moriarty, ça va plus vite, ça passe mieux dans ma tête. Ça m'évoque un peu un type qui bossait avec Sherlock Holmes, c'est ça. Le Moriarty, le méchant. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Hein. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Moriarty, qui quand même a oublié de déclarer 300 000 euros. Moi, j'ai du mal à oublier de déclarer 300 000 euros sur mes revenus, qui a été absous parce qu'il ne l'avait pas fait exprès. Donc, coupable, mais pas responsable. Ça, c'est la Haute Cour de justice aujourd'hui. Que M. Moriarty a été mis en examen parce qu'il... Dupond-Moretti. Vraiment, j'ai du mal. Hein. Et la justice aujourd'hui, de la Haute Cour de justice, en fin de compte, elle ne sert qu'à s'absoudre les uns les autres. Et puis, c'est simple à comprendre. C'est une justice d'exception? Alors, c'est une justice de... J'ai pas le bon mot, mais c'est pas une justice d'exception. C'est une justice de copains. C'est-à-dire, dedans, il y a des députés et des sénateurs qui se connaissent depuis 20 ans, qui ont été mangés avec celui qui vont juger. À un moment donné, elle est où la justice? Et en plus, ils ont la majorité quand ils votent. C'est-à-dire que les juges, ils ne servent pas à grand-chose dans cette cour-là. Et pourquoi? Qu'on me donne une raison valable. Encore une fois, moi, je suis un type très pragmatique. Pourquoi un ministre... On va dire que les jurés dans les tribunaux ou dans les cours d'assises, ce sont des citoyens. Oui, mais là, ce n'est pas des citoyens qui jugent dans la Haute Cour de justice. Hein. C'est des députés et des juges professionnels qui se connaissent bien, qui sont dans le même Rotary Club, qui mangent au même restaurant, etc. etc. Pourquoi un ministre, entre guillemets, dont on a prouvé le délit, puisque c'est des gens qui passent devant une justice, ils ont droit à une justice différente du simple lambda. Moi, j'ai du mal à comprendre. Je veux qu'on m'explique. Et quand on m'explique en plus que ces gens-là me disent à chaque fois qu'ils vont la supprimer parce que c'est une justice, comme vous dites, d'exception, et quand ils sont au pouvoir, ils ne le font pas, je trouve ça intolérable. Je l'écris. Je voudrais vous entendre sur un amendement qui était contenu dans le projet de loi de finances 2025, un amendement symbolique en ces temps d'austérité qui devait faire porter aux anciens président et Premier ministre une partie de l'effort qui est demandé aux citoyens ordinaires. La commission mixte paritaire finalement a choisi de ne pas retenir cette modification opérée par le Sénat. C'était un amendement porté par la centriste Nathalie Goulet. Donc ça avait effacé dans le projet de loi une ligne de 2,8 millions d'euros consacrée aux dépenses afférentes aux anciens présidents de la République et aux anciens premiers ministres, etc. Et donc finalement, dans le canard enchaîné du 29 janvier, a dit que François Bayrou s'est opposé en personne à cette modification. Il faut bien qu'il y ait dans l'état des choses stables, c'est ce qu'il a dit. Quand on occupe des postes à responsabilité dans des moments de crise, il y a forcément pour le futur des précautions à prendre, a-t-il ajouté devant les députés MoDem, selon toujours le canard enchaîné.
J'ai bien suivi l'affaire. Alors, déjà, une petite erreur, Nathalie Goulet s'est gourée, parce que c'est un peu plus de 2,8 millions quand même, si on fait les comptes, et j'ai référencé ça aussi dans mon dernier livre. Mais en plus, c'est encore une histoire de communication. Le Sénat, je vais vous donner un scoop, hein, le Sénat savait que de toute manière, cet amendement n'irait pas plus loin que la déclaration de communication qu'ils ont fait. Donc c'est encore une épée dans l'eau. Comment ça, il le savait? Mais il savait que ça passerait pas. Il savait qu'en deuxième lecture, de toute manière, à l'Assemblée nationale, ça serait pas voté, ou que de toute manière, il y aurait une interférence gouvernementale pour le stopper. Il savait que ça passerait pas. Ça ne passera jamais. De toute façon, aujourd'hui, tous les budgets passent par la commission mixte paritaire et ça donne une sorte de prééminence à l'exécutif, les CMP. Prééminence, mais pas une obligation. Et il y a plein de trucs qui passent à cette commission paritaire qui vont pas plus loin. On fait un petit peu de communication en disant, voyez, on a essayé de moraliser la vie politique. Mais c'est le gouvernement qui n'a pas voulu. Mais oui, mais de toute manière, c'était d'une évidence absolue. Moi, avant qu'il le dise, j'avais quelques informations, je savais que ça passerait pas. Pourquoi vous voulez qu'il... Donc c'est du cinéma parlementaire mais ou c'est complètement du cinéma. C'est des institutions qui sont... Non, c'est de la communication, c'est de la com. Ces gens-là se couvrent les uns les autres. Pourquoi vous voulez qu'ils changent les choses? On a beaucoup de mal à faire changer les choses. Ils savent voter des lois pour nous serrer la ceinture. Mais moi, je peux vous prouver, et je le prouve dans mes livres, que eux se mettent des crans en plus à chaque fois dans leur ceinture. Et moi, ça me rend fou. J'ai des gens aujourd'hui qui me gagnent le SMIC et qui dorment dans leur voiture. Moi, je suis foudrage quand j'écris et que je prouve qu'il y a des parlementaires qui se font rembourser 3 fois leur note de restaurant. 3 fois. Ils mangent une fois, ils se font rembourser 3 fois. Alors que c'est des gens qui ont déjà, entre guillemets, des indemnités, des frais de représentation déjà énormes. Et en plus, quand ils se font attraper, la justice est vachement clémente aujourd'hui. Aujourd'hui, un élu, encore une fois, et encore une fois, je ne suis pas anti-élu. Ce que je dis, c'est juste des constats. C'est juste des preuves. Un élu qui se fait condamner aujourd'hui, c'est une circonstance atténuante. Le fait d'être élu? Mais oui. Alors, je pèse mes mots. Si vous êtes un élu connu, si vous êtes un élu un peu haut, le petit élu, lui, quand il se fait prendre les mains dans la confiture ou parce qu'il a fait une petite erreur de gestion sur sa commune, lui, il morfle grave. Par contre, le grand élu... Par exemple, je vais vous donner un exemple, je l'ai mis dans mon bouquin. J'ai un sénateur... Vous savez que le juge, M. Macron, dans sa grande magnificence, a déclaré que les juges pouvaient nommer eux-mêmes l'inéligibilité de l'élu. Ce qu'ils ne font pas toujours et pas souvent. Eh bien, j'ai noté, preuve à l'appui, que quand vous êtes un petit élu, souvent maintenant vous êtes condamné à une inéligibilité tout de suite et pour 5 ou 10 ans, alors que vous êtes un sénateur. Là, j'en ai un qui vient de se faire condamner. Eh bien, ils ont mis une éligibilité qui s'arrête juste avant la prochaine élection. C'est facile. C'est une inéligibilité avec des gros guillemets. Avec un curseur variable. Mais c'est comme la Légion d'honneur. Hein. Je vous fais juste une aparté. Hein. Moi, je rigole. Là, j'en ai un qui a été condamné. On lui a retiré la Légion d'honneur pour 5 ans. Au bout de 5 ans, il remet sa breloque. Il a été condamné pour des faits graves. Hein. On lui a quand même retiré sa Légion d'honneur. Mais pour 5 ans. Oui, mais il y a la réinsertion, je sais pas. Ah ben c'est ça, oui. Alors, la réinsertion, je veux bien, mais je voudrais qu'on me l'explique pourquoi il n'y en a pas un petit peu plus pour les 67 000 prisonniers qui sont dans les prisons et qui croupissent dans les prisons françaises avec un taux de remplissage de 120%. Là, bizarrement, il n'y a pas tellement de réinsertion. Alors, dans cet ouvrage, Pilleurs d'État, encore et encore, vous ne vous contentez pas d'épingler les politiques, mais aussi les grands patrons, notamment au sujet des procédures Bayon. Pourquoi mêler politique et grands patrons dans cette Parce qu'ils se tiennent la main. Cette sortie-ci, parce qu'ils se tiennent cette mise à jour. Ils se tiennent la main. Ils se tiennent la main. Et l'argent qui est distribué ou qui n'est pas distribué, ou la liberté d'expression qu'on est en train de juguler, vous êtes bien placé, vous, ici, pour le savoir, parce que c'est de plus en plus dur d'être libre. Quand vous êtes un petit journal comme Le Rafi, comme l'association Yuka, qui se bat pour que, quelque part, on sache sur une application si ce que vous mangez est sain ou pas sain, la dame qui s'est battue, la journaliste qui s'est battue en Bretagne pour les lisiers, etc., qui a été obligée de vendre la maison de sa grand-mère avec un procédé Bayon. Les 2 journalistes qui ont sorti il y a quelques années un journal Vérité, sur lequel un grand patron d'entreprise a fait un procédé Bayon, on leur a demandé 500 000 € de dommages et intérêts. C'est pas couper la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est intimement lié à la politique. Quand vous savez qu'aujourd'hui, pour parler dans un journal, c'est de plus en plus dur parce qu'il y en a de moins en moins qui sont libres. Et que si vous êtes un grand chef d'entreprise, vous ne pouvez pas parler de ce chef d'entreprise dans cette télé. Vous ne pouvez rien dire sur celui-là dans cette radio. Elle est où la liberté d'expression ? Au-delà de la liberté, et en plus, les le lois. média s'expose lui-même à des... C'est-à-dire que
la force de la procédure Bayon, c'est que même si... mais ils vont gagner les deux journalistes dont je vous parle. Le chef d'entreprise perd, le journal a perdu beaucoup d'argent. Mais du temps, de l'énergie. Et de l'argent, et beaucoup d'argent. Et de l'énergie. Des frais d'avocat, etc. Et de l'énergie. C'est-à-dire que les deux journalistes, là, pendant qu'ils sont... Et puis aussi, très honnêtement, personne ne s'en rend compte, mais c'est des messages subliminaux pour les autres journalistes. Ça crée une espèce d'auto-censure. Parce que quand votre copain du bocal, du journal où vous êtes, a un procès à 500 000 € sur le dos, vous réfléchissez à 2 fois après à vous avant d'écrire. Et ça, c'est intrinsèquement lié à la politique. Donc c'est une sorte de, disons, de convergence d'intérêts entre mais grands complètement, patrons et d'ailleurs. politiques. C'est pas moi qui le dis, il y a des humoristes qui le disent très bien, mais de plus en plus d'hommes politiques épousent des journalistes. Hein. Alors, en parlant de procédure Bayon, l'association Anticor, dont vous êtes administrateur, a perdu son agrément auprès de la Haute Autorité de Transparence. Ah, on ne les a pas perdus, hein. On l'a pas perdu. Où est-ce que ça en est? Ah bah si, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Monsieur Attal, avant de quitter 3 minutes après son poste de Premier ministre, nous a re-signé notre agrément. Donc on a. C'est un agrément un peu clignotant, l'agrément de Mais c'est un agrément Anticor. qui est complètement fou, puisqu'il est donné par des partis, par l'État. Alors que ça devrait être un organisme indépendant qui nous le donne. C'est pour ça que, par exemple, monsieur Moriarty n'a pas pu nous donner l'agrément, puisqu'il était mis en cause sur des procédures on a... Madame l'autre Première ministre. Elisabeth Borne. Elisabeth Borne n'a pas pu nous donner notre agrément à un moment donné parce qu'elle était elle aussi. Hein, pardon. Plus ou voulu. Elle pouvait pas. Elle était mise en cause dans une affaire, donc elle était obligée de se déporter. Donc à la finale, c'est notre agrément, le 2e, 3e, 4e, parce qu'on est obligé de faire 8 référés. Hein, oui, c'est pour ça que je parle d'agrément clignotant. Oui, clignotant. Ils avaient mis le bébé dans les mains la ministre des Affaires étrangères, qui nous a jamais répondu. Et au départ, il faut que vous le sachiez, on nous a retiré notre agrément sur une erreur des services du Premier ministre. À l'époque, M. Castex. C'est-à-dire que l'agrément avait été rédigé par les services de M. Castex, et ils avaient fait une erreur administrative, je résume, de virgule, dans cet agrément. C'est pour ça qu'on nous l'a retiré. Mais aujourd'hui, et dites-vous bien que l'association Anticor... Mais oui, ça y est, on l'a. On a refait une demande, on l'a maintenant. Ça, ils peuvent plus nous retirer. Là, il faudrait qu'ils nous disent comment. Donc là c'est. Pour combien de temps est-ce que... Ah ben là, on a pour 3 ans. C'est renouvelé tous les 3 ans, les agréments. Donc, et donc dans 3 ans, il y aura encore un feuilleton de... Il faudra se rebattre. Vous savez, c'était un combat. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Nous, on a des dossiers qui les gênent. Et c'est sans doute pour ça. La particularité d'Anticor, avec cet agrément... C'est qu'on peut se porter partie civile. C'est-à-dire que quand on a une association de loi 1901, totalement indépendante, totalement bénévole. Moi, je suis administrateur. Il y a 21 administrateurs dans l'association. On est tous bénévoles. D'accord ? Donc, il n'y a pas photo. Les comptes sont vérifiés par des experts comptables tous les ans. Il y a une assemblée générale. Il y a tout. On est totalement clean. Et c'est difficile de nous attraper. Donc, justement, il y avait eu une histoire de millionnaire qui avait versé une certaine somme d'argent. Bon, on a rectifié parce que toute manière, c'était légal. On a rectifié le truc. Aujourd'hui, dans les statuts, toute personne qui nous donne plus de 5 000 €, son nom est publié publiquement. Vous savez... C'est simple de balancer des rumeurs, c'est simple de balancer des saloperies sur les gens. Aujourd'hui, c'est très facile. Dites-vous bien que si jamais il y avait la moindre malversation au sein d'Anticor, le moindre argent détourné, et il y a longtemps qu'on aurait été tous mis en garde à vue, que le PNF serait descendu à 6 h du matin chez nous pour prendre nos ordinateurs, il n'y a rien. Il n'y a que de la rumeur. Enfin bref, il n'y a rien d'illégal. Voilà, c'est-à-dire que d'un point de vue moral, on peut se dire qu'il n'est pas sain que des personnes riches soient trop impliquées dans les associations. Alors, il n'est pas sain que des personnes riches soient trop impliquées dans les associations à partir du moment où ils mettent leur nez dedans. Et ce n'était pas le cas. Non, ils nous ont même reproché de connaître M. Montebourg. Ça va, quoi. Ça va, arrêtez. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ça, c'était de la manipulation populaire pour décrédibiliser Anticor, qui est une association, moi j'estime, d'utilité publique. Nous sommes 3 à être agréés pour pouvoir nous porter partie civile. Il y a Sherpa, Transparency International et nous. Nous sommes un peu plus spécialisés sur les élus. Ça les gêne. Nous, on a une plainte contre M. Colère. Ça le gêne. Le secrétaire général de l'Élysée. Oui, ça le gêne. On a toujours suivi les dossiers Benalla. Du coup, vous avez accès aux dossiers sur ces affaires Colère, Benalla, etc. Nous pouvons nous porter partie civile. Donc, quand un juge en France classe le dossier sans suite ou évacue un certain nombre de choses dans l'affaire Benalla ou dans l'affaire Colère, l'association Anticor peut prendre le dossier,
le donner à un juge indépendant et se porter partie civile. Et donc, ils sont obligés de continuer l'enquête. C'est vachement embêtant en France, hein, pour ces gens-là. Alors, de manière générale, on peut vous accuser de faire un peu dans le populisme. Parce que vous tapez sur tout le monde, gauche et droite confondus. Et dès les premières pages, vous en prenez très violemment à Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui l'opposant à une sorte de majorité à participation variable, on va dire, qui va du PS au RN. Parce que, enfin, je veux dire... Si vous regardez, je ne tape pas que sur Mélenchon. Oui, je tape sur la droite, je tape sur la gauche. Alors, oui, bien sûr. Est-ce que être populiste, c'est taper sur tout le monde? Ben non. Non, parce qu'on va vous dire, finalement, est-ce que vous ne nourrissez pas le tous pareil? Ah oui, ça, on me l'a fait, ça. Je dis toujours dans mon discours, et je vous l'ai déjà dit, tous les élus ne sont pas pourris. Sauf que plus on remonte en haut de la pyramide aujourd'hui, et ceci n'est pas un geste maçonnique, plus on remonte en haut de la pyramide, plus malheureusement je rencontre des élus corrompus. Et plus la corruption prend du terrain, quel que soit le parti politique. Parce que ce n'est pas les hommes, en fin de compte, c'est le système qu'il faudrait changer. Et comme le système est hyper intéressant, ils croquent tous. Je vais vous donner un exemple précis. Je rencontre, et j'ai des exemples, plein d'élus qui peuvent faire plein de choses, qui peuvent changer la réalité de la société française et aider les Français. Seulement quand ils sont dans l'opposition. Dès qu'ils passent dans la majorité, je ne sais pas pourquoi, ils se mettent à croquer, ils se mettent à être... Donc en fait, il faut changer les lois. Mais il faut changer le système. Comment ça se fait que les élus sont si gratifiés? Comment ça se fait que les élus sont des dieux dès qu'ils sont élus? Moi, j'ai été élu, je sais ce que c'est. Mais il n'y a que les élus qui peuvent changer le système. Et c'est là que le serpent se mord la queue. Non, il y a aussi le peuple, cher monsieur. Dans mon bouquin, je ne tape pas que sur les élus, je tape aussi sur le peuple qui ne va pas voter. Ou qui vote pour des élus corrompus depuis X années. Ou qui, quelque part, laissent faire sans regarder, c'est-à-dire regardent ailleurs. Ou qui veulent tous des élus propres, rigoureux, mais pas le mien. Parce que le mien, je le connais, tu comprends. Il me paye le café. Surtout les maires. Oui, mais je le connais depuis 20 ans. Il a aidé mes enfants, il a trouvé du travail à ma fille, il m'a retiré des contredanses. Bon, je sais, il est un peu pourri. Mais bon, c'est pas grave, c'est le mien. Eh ben non. Il faut que maintenant les Français arrêtent d'être des consommateurs de la politique, mais des acteurs de la politique française. Mais dans le fond, aujourd'hui, l'intervention des citoyens, par exemple dans la rédaction des lois, elle est extrêmement cadrée. Pardon, l'intervention des citoyens, c'est-à-dire si nous, citoyens, nous voulons des lois de moralisation de la vie publique et oui, pas nous attendre à des élus pour les écrire, en fait, c'est très difficile. Mais non, j'ai bien rédigé avec M. Cabanel et Mme Conzel la loi sur le casier judiciaire. On l'a bien fait. Donc quand on veut, on peut. Ah, pour l'instant, elle est au placard, mais ça, c'est un autre problème. Quand vous me disiez qu'on ne pouvait pas, on peut. On peut commencer. On peut commencer, on peut. Chaque élu peut surveiller, peut aller au conseil municipal de sa ville. Moi, je vais dans des conseils municipaux, il n'y a personne. Il n'y a personne. On vote pour un type. Non, et puis on s'en occupe plus. On s'en occupe plus. Et puis il y a plein de choses. On s'en occupe plus aussi parce qu'on travaille, parce qu'on est pris à la gorge par les. Oui, Théo, moi aussi, je travaille. Et la quotidienneté, finalement, elle prend de plus en plus de place avec l'inflation, avec ces dernières années, l'appauvrissement des Français peut aussi les conduire à moins s'intéresser à la vie politique. Vous prêchez un convaincu, mais ce n'est pas une raison. On ne s'en sortira en France que quand on se débarrassera dans le vote des élus pourris. Et on ne le fait pas. Aujourd'hui, il y a des endroits où il y a 90% d'abstention. Je voulais que je vous donne un chiffre. Oui. Élection du remplaçant de M. Valls, M. Chouat, qui est décédé dernièrement. Vous savez avec combien d'électeurs il a été élu? Non. Ce que je dis est factuel. Hein. 0,9 électeurs sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. Et il a été élu à 100% des voix. Ça vous parle? Le remplaçant de M. Serge Dassault, ça vous parle aussi? Tu as son âme, et j'ai bien connu. Le remplaçant de M. Serge Dassault au conseil départemental a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. Tout juste un peu plus d'un demi-électeur sur 10. Pour le vote obligatoire? Ah, complètement. Il y a 96 pays au monde qui ont le vote obligatoire. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Hein. Je dis que si le vote obligatoire est mis en place, le bulletin blanc devient un vote politique. Et donc, on est obligé de mettre des seuils. Aujourd'hui, les gens ne vont pas voter. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, moi, je les rencontre, hein, ça ne sert à rien. Bon, de toute manière, que ça soit lui ou que ça soit l'autre, c'est les mêmes. Il y en a un qui gueule fort, il y en a un qui triche, il y en a un qui ment. Donc, les gens ne vont pas voter. Parce qu'ils ont l'impression que le vote blanc ne sert à rien. Et moi, je me bats contre ça. Parce que le vote blanc ne sert à rien, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas assez. Mai 2017, ça vous parle? Oui.
Mai 2017... Aujourd'hui, on ne distingue pas le vote blanc du vote Si, nul. ça c'est le pipeau qu'ils ont fait. Ça. Parce qu'avant, on mettait le blanc et le nul ensemble, et ils ont fait le mensonge. Je l'ai mis dans un de mes derniers livres. Le truc, pas démographique, comme on dit... l'avancée démocratique, ils ont séparé les bulletins blancs des bulletins nuls. Avant, les deux étaient ensemble. Ça ne sert à rien du tout, c'était uniquement un leurre une fois de plus. Donc mai 2017, élection d'un type qui s'appelait De fait, on les met souvent... Enfin, c'est souvent écrit bulletin blanc et nul, malgré tout, toujours. Mais oui. Puis je peux vous en parler 2 heures. Vous savez quelle est la définition juridique du bulletin blanc? Non. Rien dans l'enveloppe. Et vous savez pourquoi c'est fait? Je vous écoute. C'est simple. Quand vous avez une enveloppe vide dans une élection et que vous la posez ça se voit. Donc tout le monde sait que vous avez voté blanc. C'est pour ça que les gens mettent une feuille dedans. Comme ça, on a l'impression que vous ne savez pas pour qui. Mais au départ, ils ont pensé le truc que le véritable bulletin blanc, il n'y avait rien dedans. Je reviens à mai 2017 parce que c'est important que les gens comprennent. Il y a eu 12% de blancs et de nuls à l'élection du deuxième tour de M. Macron en 2017. 12% de blancs et de nuls. C'est la première fois depuis 1958 qu'il y avait eu autant de blancs et de nuls. La presse en a parlé une demi-journée. Parce qu'ils ne veulent pas que le bulletin blanc devienne un vote politique. Nous sommes dans une société médiatique. Le jour où, dans l'urne, il y a ça de blanc et ça pour les exprimer, ils sont morts. Mais les partis politiques ne veulent pas. Donc, ils préfèrent que les gens n'aillent pas voter. Sauf que le véritable mécontentement aujourd'hui par rapport au panel politique qu'on nous offre, c'est le bulletin blanc. Parce que là, on sait que vous n'êtes pas content. Alors, il y a une curiosité dans votre livre, ce sera ma dernière question. Il y en a plein. Dès le début, vous faites un inventaire à la Prévert des raisons de s'indigner dans le monde. Ça va des femmes iraniennes persécutées par les Mollahs, au peuple palestinien, en passant par les Ouïghours, ou même les Touaregs. Et j'en ai oublié. Mais est-ce que c'est pas un peu léger d'évoquer des problèmes aussi graves et aussi complexes en quelques mots dans un livre qui n'a rien à voir avec les problèmes en question? Mais c'est complètement... Pourquoi ce... Alors, si vous aviez lu tous mes livres, mes 7 livres, je le fais systématiquement. Mais pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de ces gens-là. Ils sont écrits nulle part, la plupart de moi. Je veux qu'on continue à en parler. Je veux que ça soit inscrit. J'ai mis dans le livre le nom des gens qui sont morts dans l'affaire Karachi. Les 11 personnes qui sont mortes dans le bus qui a explosé à cause des rétrocommissions. J'ai mis leur nom pour pas qu'on les oublie. Sous Balladur, je crois. Oui, sous Balladur. Pour pas qu'on les oublie. Et c'est ma petite participation, ma petite participation au fait qu'il ne faut pas oublier ce genre-là. Pendant 2 ans, moi, j'ai mis un petit badge, Julien Assange, j'allais partout dans tout. Parce que c'était ma petite manière à moi de dire on n'oublie pas Julien Assange, qui est le défenseur de la liberté. Et j'en ai mis un pendant pas longtemps, qui s'appelait sur Paul Watson, qui était en prison de façon... C'est ma petite façon à moi de lutter contre l'injustice. Alors, ça plaît pas. On dit que c'est populiste, mais en attendant, je le fais parce que parler de quelqu'un qui est en prison depuis 10 ans, dont plus personne ne parle, mettre une ligne sur les Ouïghours qu'on est en train de tuer dans certains pays. OK. En Chine en particulier. En Chine en particulier. Et il y en a d'autres, je mets les autres. Je mets les Iraniennes dont on ne parle pas. Je mets des noms de femmes iraniennes. C'est ma petite façon à moi, toute petite façon de lutter contre l'injustice dans tous ces pays. Merci Philippe Pascot et merci à vous d'avoir regardé Toujours Debout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez via YouTube et par email si vous nous regardez à la télé. Continuez de nous soutenir, de soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre. Abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant via soutenez.lemediatv.fr. Très bonne soirée sur le média.